EAD et développement. Ceci est une émission de vulgarisation du programme Environnement et Agriculture durable en RDC financé par l'Union européenne. EAD Développement est une émission qui met en lumière les activités du programme Environnement et Agriculture durable en RDC, un programme soutenu financièrement par l'Union européenne. Pour ce numéro spécifiquement, nous allons nous appesantir sur la foresterie communautaire, qui est une activité mise en œuvre dans et autour des eaux protégées soutenues par l'Union européenne. Pour ce faire, nous irons à la rencontre de Madame Pascaline Mvoula, responsable du volet environnement à la COFED. Vous suivrez également à travers cette émission l'entretien avec le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, mais également les réactions, notamment celles du DG de l'ICSN, le Dr Cosma Wilungula. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de EAD et Développement. EAD et développement. Comme annoncé, nous avons eu un entretien avec le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. Jean-Marc Châtaignier est revenu sur la motivation de son institution à investir dans les domaines de l'environnement et surtout dans la conservation de la nature. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Je vais aussi très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre engagement personnel, mais aussi de l'engagement de votre institution, l'Union européenne, qui investit beaucoup dans notre pays, surtout dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qui motive cela? C'est également un plaisir pour moi d'intervenir avec vous, avec EnviroNews, et c'est également un plaisir pour moi de vous présenter les actions de l'Union européenne dans ce domaine de l'environnement. Pour moi, c'est un secteur absolument clé dans notre action, parce que ça fait partie des composants de ce qu'on appelle le développement durable. Vous avez le développement économique, le développement social, l'environnement. L'un ne peut pas aller sans l'autre. En fait, vous avez trois composantes. Vous avez l'économique, le social et l'environnement. Pour que les gens aillent bien, pour que le monde aille bien, pour que le monde aille mieux, il faut que les trois avancent de concert. Donc il faut de l'économie, parce qu'il faut de l'investissement, il faut qu'on puisse s'enrichir, il faut qu'on puisse vivre, il faut qu'on puisse avoir accès à un certain nombre de biens essentiels, l'éducation, la santé, mais tout ça en préservant le capital naturel de ce qui nous entoure, notre planète. L'Union européenne travaille, investit beaucoup en RDC dans ce domaine de l'environnement. Comment vous évaluez justement cet investissement? Alors, elle investit massivement dans le domaine de l'environnement. C'est un de nos secteurs prioritaires. C'était un de nos secteurs prioritaires du 11e FED, un de nos 4 secteurs prioritaires, avec la gouvernance, avec les infrastructures, avec la santé. C'est un domaine dans lequel nous intervenons depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Nous intervenons sur le parc des Virunga depuis 1988 et nous intervenons particulièrement en RDC parce que la RDC est un pays extraordinaire qui a des ressources naturelles, un capital naturel absolument fabuleux. C'est le second grand bassin forestier au monde. C'est un des grands poumons du monde, enfin l'un des 2 grands poumons avec l'Amazonie. C'est une des grandes forêts, c'est une fierté, donc ce bassin forestier, ce bassin aussi de rivières, l'eau qui existe et qui est une richesse extraordinaire de votre pays. Donc tout ça, ce sont des richesses qui pour nous doivent d'abord être valorisées pour la population congolaise, par les Congolais, pour le Congo. Et nous sommes très fiers de pouvoir accompagner les Congolais dans la préservation de ce capital naturel. Presque la moitié de vos financements dans le cadre des 11e FED ont été orientés vers le développement des communautés dans et autour des aires protégées. Est-ce que c'était un choix stratégique ou bien il y avait un besoin auquel il fallait répondre? Écoutez, c'est pour moi à la fois un choix stratégique et un besoin. C'est un choix stratégique parce qu'on ne peut pas préserver, on ne peut pas faire de la conservation sans impliquer l'homme, sans impliquer les habitants. On a pu avoir dans le passé le fantasme d'une nature qui n'était pas peuplée, où les hommes n'étaient pas présents. Mais les hommes ont toujours été présents partout. Les hommes viennent d'Afrique d'ailleurs. Nous venons tous d'Afrique, nous sommes tous africains. Et ce territoire a toujours été peuplé. Et donc l'idée, c'est que nous devons préserver l'équilibre entre l'homme et la nature, entre la nature et les communautés. Et donc nous ne pouvons pas faire l'un sans l'autre.
Nous ne pouvons pas faire de la conservation sans impliquer totalement les communautés, sans que les communautés ne soient les gestionnaires de leur destin. Et nous ne pouvons pas impliquer les communautés sans attirer leur attention sur la nécessité de préserver cet environnement et leur dire là vous avez une richesse, c'est quelque chose que nous pouvons vous aider à mieux valoriser et que nous pouvons faire ensemble. Donc pour moi c'est un processus véritablement de co-construction, une démarche qui se fait en synthèse de cette approche conservation d'un côté, qui ne peut pas se faire toute seule sans les hommes, et de cette approche de développement communautaire qui, elle, ne peut pas se faire sans préserver la nature. Exact. Et donc c'est une approche, le terme est un peu galvaudé, mais gagnante, gagnante. Okay. Et donc tout le monde y a intérêt. Et donc c'est pour nous effectivement l'immense engagement que nous avons eu pour ces communautés et le développement communautaire. Il serait intolérable de protéger la nature alors que des enfants, des personnes meurent de faim. Il est intolérable de simplement protéger la nature si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, s'il n'y a pas d'accès à l'électricité. On peut penser que ces besoins a été rencontré grâce à vos financements? On commence à le rencontrer, je ne dis pas qu'on résout tous les problèmes parce que les processus de développement, les processus de développement durable sont des processus de long terme. Oui. On part de très loin. On part aussi de territoires, je pense dans l'est du pays, qui ont été fracassés ou qui ont été gâchés par la guerre. J'ai visité moi-même le parc des Virunga et j'ai vu les restes, les dégâts laissés par la Seconde Guerre du Congo. Donc il y a beaucoup de choses à reprendre, mais nous le faisons. Alors, pensez-vous aujourd'hui que la foresterie communautaire, parce qu'il faut qu'on en parle, dans le cadre de votre programme L'agriculture durable, qui a été mis en place avec l'aide de l'ICSN, qui est votre partenaire d'ailleurs, vous pouvez penser que ces programmes apportent un soutien conséquent à la conservation? Oui. Alors moi je crois beaucoup à la foresterie communautaire parce que bon, l'idée bien sûr c'est la préservation de l'environnement, c'est la préservation de la biodiversité, la préservation de la vie animale, mais tout ça ne peut pas se faire sans travailler sur la forêt. On s'aperçoit que partout dans le monde la forêt elle est attaquée. Elle est attaquée au Brésil par l'agro-industrie, elle est attaquée par des exploits aussi en Indonésie. Elle est parfois mise à mal, mise en danger par de l'agriculture mal gérée, communautaire. Il y a l'exploitation du charbon de bois quand elle est sauvage, l'exploitation du macala, voilà, qui peut créer des problèmes, qui peut détruire des ressources. Donc il faut travailler avec les communautés, avec les partenaires locaux, avec les chefs traditionnels, avec les familles, avec les villages, avec la population, pour construire des modèles pérennes, s'inscrivant dans la durée, donc permettant le renouvellement de la ressource. Et ça, c'est de l'intérêt de tout le monde. Là encore, si on va juste exploiter une forêt, prendre du charbon de bois, qu'on se contente de couper les arbres et puis qu'on laisse comme ça ne sert à rien. Enfin, ça ne servira pas à vos enfants et petits-enfants. Et vous continuerez à détruire de la forêt, il n'en restera plus à la fin. Tandis que si on apprend la gestion communautaire, et la gestion forestière et la gestion communautaire forestière, là on peut apprendre effectivement quels arbres on peut couper, comment se servir de certains bois, de certains arbres, et là on peut avoir une approche qu'on appelle agroécologique. Donc faire se rencontrer l'agriculture et l'écologie. Et là, c'est une démarche qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Ce n'est pas une démarche qui serait réservée à la RDC, à l'Afrique ou à des pauvres petits paysans. Au contraire, c'est une démarche d'avant-garde. Okay. C'est aussi quelque chose qu'on développe aux États-Unis, qu'on développe en Europe. Et l'immense avantage, c'est que cette réconciliation de l'homme et de l'environnement, de la nature et de l'environnement, c'est le grand défi actuel que nous avons dans le monde entier, que nous avons aussi en Europe. Mais en Europe, à la limite, et aux États-Unis, c'est plus compliqué qu'ici. Parce que les dégâts que l'homme a faits sont beaucoup plus grands, beaucoup plus irréversibles. Okay. On a fait on a massacré tout, des grands champs de blé, on a fait de l'agriculture industrielle. Et là, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. La chance que nous avons dans un pays comme la RDC, c'est que ces dégâts n'ont pas encore été faits. Donc nous pouvons préserver ce qui existe et l'exploiter encore mieux, et le valoriser encore davantage, avec beaucoup d'espèces naturelles, avec des combinaisons d'exploitation agricole, par exemple comme peuvent être celles du cacao, du café, trouver des combinaisons qui là aussi permettent aux acteurs de s'impliquer, de vivre économiquement et de gagner de l'argent, et d'avoir intérêt à préserver cette forêt.
Pour en avoir un cœur net sur les actions de la foresterie communautaire menées dans les 5 aires protégées soutenues par l'Union européenne, nous allons à la rencontre de Mme Pascaline Mvula, experte en charge de l'environnement à la COFED. EAD et développement. Madame Pascaline Mvula, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable du volet environnement au sein de la COFED. Quel rôle joue votre structure dans le financement de l'Union européenne? Oui, notre structure qui est la COFED joue un rôle très important dans la mise en œuvre de tous les fonds que l'Union européenne met à la disposition de la RDC sur la thématique environnement. À ce point, nous sommes pratiquement un secrétariat technique qui aide l'ordonnateur national, qui est dans ce cas le ministre des Finances, à pouvoir mettre en œuvre tous les fonds que l'Union européenne met à la disposition du pays pour appuyer tout ce qui est comme action environnementale. La foresterie communautaire est parmi les activités que vous soutenez dans le cadre du programme Environnement et Agriculture durable pour aider les communautés. Qu'est-ce qui est fait à ce jour dans ce domaine? D'emblée, je voudrais dire que dans le cadre de la Convention de financement Environnement et Agriculture durable, il y a 5 sites qui ont été retenus, dont la Salonga, qui est aussi un parc très très important. Pourquoi je parle de la Salonga? La Salonga, c'est un parc qui est vraiment enclavé, mais dont les actions aident quand même la population à se retrouver. Comme ce sont des actions de la conservation, la foresterie communautaire aide à ce qu'on puisse limiter les pressions que les populations pourraient exercer dans les parcs. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de la population quelques hectares de forêt pour que les activités se déroulent dans ces forêts-là au lieu d'empiéter le parc et de pouvoir jouer, avoir un impact négatif sur la conservation. Quelles sont les grandes actions que vous avez eu à mener au niveau de la Salonga? Les grandes actions qu'on a menées au niveau de la Salonga, c'est qu'on a pu quand même légaliser, parce que pour remettre les 300 000 hectares, je dis bien 300 000 hectares de forêts communautaires créées au niveau de la Salonga, il y a l'autorité qui a pu officialiser, remettre légalement les documents au niveau des CLD, qui sont les groupes créés au niveau pour le développement des parcs. Ils ont eu le document et il y a une cérémonie officielle qui a été organisée à ce sens-là avec les autorités décentralisées. À part les parcs de la Salonga, intervenez-vous aussi dans d'autres sites? Oui, il y a d'autres actions dans d'autres parcs, notamment au niveau de Yangambi, Sifor. Là, il y a aussi l'agroforesterie. Et je citerai aussi un autre site qui est Luki, mais qui n'est pas dans le programme environnement du 11e FED, qui est aussi la biosphère de Luki, qui fait aussi de la foresterie communautaire au niveau de Congo central. Pensez-vous que la foresterie communautaire est importante pour l'avenir de la RDC? La foresterie communautaire est très importante parce que je me dis toujours qu'on est en train de promouvoir la conservation de la nature. Je prendrai l'exemple des peuples autochtones. Les peuples autochtones ont leur vie au niveau des parcs ou au niveau des forêts. Quand on leur dit qu'il ne faut pas exercer la pression, il faut leur trouver quoi faire. Il faut leur trouver d'autres sources de revenus. Si on ne leur donne pas des forêts dans lesquelles ils peuvent faire la pharmacopée, dans lesquelles ils peuvent développer les activités génératrices de recettes, d'emblée, ils vont aller dans le parc pour exercer la pression. Donc, cette histoire de foresterie communautaire est en fait aide à diminuer les menaces. Parce que c'est vrai que les menaces peuvent être le braconnage, mais aussi les pressions exercées dans le parc constituent aussi une menace qui serait diminuée par rapport à ce qu'on remettrait à la population comme forêt communautaire pour pouvoir exercer les activités. Mais comment évaluez-vous l'apport de la foresterie communautaire à la conservation? L'apport est très très grand par rapport surtout à la Salonga que je prends comme exemple, parce que la Salonga a pu produire beaucoup de produits agricoles. Ils ont même acquis une baleinière pour aider à l'évacuation. Comme je l'ai dit au départ ici, c'est un parc qui est enclavé, mais les gestionnaires du parc sont en train de fournir vraiment des efforts pour aider. Ils ont créé des CLD pour que les populations puissent s'organiser.
Ils ont créé des coopératives où, dès qu'ils produisent, ils aident à pouvoir évacuer dans les grands centres. En tant que partie congolaise, quelle lecture faites-vous de l'apport des financements de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement en RDC? L'Union européenne a toujours été pour la RDC un partenaire vraiment traditionnel, un partenaire important en matière de l'environnement, parce que c'est pratiquement le leader qui intervient dans les différents parcs. C'est vrai qu'il y a d'autres PTF, mais l'Union européenne est vraiment le numéro 1 qui accompagne la RDC dans la thématique environnement. Je crois que vous avez eu à suivre même le discours du président de la République qui a évoqué plusieurs interventions. Là, je parle seulement des activités agricoles, mais il y a des secteurs de concentration, il y a la police, il y a la gouvernance dans lesquels l'Union européenne intervient vraiment pour pouvoir accompagner la RDC dans la mise en œuvre de ces fonds. Avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je vous remercie d'abord et nous comptons vraiment sur les médias pour pouvoir vulgariser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens on parle de l'Union européenne, mais les gens n'ont vraiment pas la connaissance de ce que l'Union européenne fait dans notre pays. Et à tel point qu'il y en a même qui doutent. Parce que si vous prenez même d'autres secteurs de concentration, comme j'ai dit, les infrastructures, à l'Est, il y a beaucoup de choses que l'Union européenne fait. Ici en RDC, on a fait le projet PARO. Il y a beaucoup de choses, mais nous comptons vraiment sur une sensibilisation et une vulgarisation pour que la population puisse comprendre et saisir les interventions de l'Union européenne dans notre pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain dans ce domaine de la foresterie communautaire? Tentative de réponse dans cet élément avec M. Inoussa Djumboket, expert en charge des forêts au WWF RDC, mais aussi avec Kedi Boussoulou qui lui travaille avec les réseaux REPALEF, un réseau qui regroupe les peuples autochtones pygmées. Suivez cet élément. La foresterie communautaire se présente à ce jour comme un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Elle permet aux communautés de sécuriser leurs forêts et d'en tirer profit. Depuis quelques années, le WWF RDC accompagne des communautés locales autour des aires protégées dans les processus de mise en œuvre de leurs forêts communautaires. Nous répondons, n'est-ce pas, aux invitations ou aux desiderata des communautés locales qui sont, n'est-ce pas, les porteuses de l'initiative de foresterie communautaire. Nous sommes avec plus de 300 communautés locales dans tout l'étendue, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Nous, WWF, nous avons une approche qui pense à faire, n'est-ce pas, des forêts communautaires, des zones tampons autour des parcs nationaux, donc des réserves. Avec l'appui de l'Union européenne, plusieurs initiatives ont vu le jour, spécifiquement dans les 5 parcs appuyés par cette institution. Pour ce qui est de la Salonga principalement, où l'Union européenne appuie de façon substantielle les communautés locales. Nous avons accompagné les communautés locales à la création de près de 200 000 hectares de forêts communautaires où les gouverneurs de province ont formellement donné des titres de forêts communautaires aux populations désireuses. Penser une foresterie communautaire hors du parc avec le développement des filières tout autour serait, n'est-ce pas, rentable. Ça veut dire qu'on soustrairait les communautés locales aux activités illégales qui peuvent se perpétrer dans les aires protégées. Et en le faisant donc, on est sûr qu'on pourrait maximiser les chances de pouvoir conserver au mieux la biodiversité dans ce parc. Dans les paysages Salonga, les communautés pygmées sont parmi les bénéficiaires de cet accompagnement. Le WWF avait diligenté une mission là-bas au parc Salonga pour en tout cas connaître d'abord les territoires des peuples autochtones et puis identifier les besoins d'en faire la foresterie communautaire. Et cette mission-là était réalisée. Il y a déjà des cartes des différents terroirs des peuples autochtones pour besoin de faire la foresterie communautaire. La République démocratique du Congo est l'un des pays d'Afrique qui enregistre des avancées significatives dans ce domaine. Notons que la foresterie communautaire a été consacrée par les codes forestiers. Après des tests concluants dans les Katanga, ce mécanisme a été dupliqué dans plusieurs provinces. À ce jour, une soixantaine de communautés ont déjà obtenu des arrêtés pour la gestion perpétuelle de leurs forêts.
Monsieur l'ambassadeur, à peine arrivé à Kinshasa, vous avez fait l'itinérance dans les aires protégées. Pensez-vous réellement que les communautés adhèrent à votre philosophie? Alors je ne dirais pas d'abord que c'est ma philosophie, c'est une philosophie que nous construisons ensemble avec l'ICCN, avec le pasteur Cosma, avec les autorités congolaises. Ce n'est pas quelque chose que nous imposons, c'est quelque chose qui se co-construit, sur lequel parfois on peut peut-être faire des erreurs, sur lequel on apprend. C'est pas gagné parce que ça nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie. On a pu faire des erreurs, nous, Union européenne, mais bailleurs de fonds plus généralement et gouvernements en général, dans le passé, parce qu'on a eu des approches peut-être un peu trop coercitives par rapport aux populations, des approches un petit peu trop directives, en leur disant simplement, ben voilà, ça c'est le parc, c'est interdit d'y aller, vous ne pouvez, ça ne vous concerne plus, ce n'est plus votre... L'approche de l'interdit est très mauvaise. Et donc, on apprend progressivement le dialogue, la communication, et parfois, donc ça prend du temps. Et parfois, la population se dit, nous, on meurt de faim, ou on a beaucoup de... Je dois nourrir mes enfants, et vous allez m'interdire d'aller pêcher là, ou vous allez m'interdire de chasser le gibet traditionnel que chassaient mon père, mon grand-père. Et là, il faut trouver des équilibres, il faut être intelligent. Ce n'est pas simplement l'éco-garde de l'ICCN qui dit non, vous ne passerez pas. Il faut discuter, dialoguer, trouver des alternatives économiques. Si la chasse, la pêche, le braconnage ne sont plus possibles, il faut aussi offrir des alternatives aux jeunes. Exact. Moi, je suis frappé dans l'Est du Congo par l'immense jeunesse qui s'y trouve et l'absence d'emploi. Donc, il faut offrir des emplois. Il faut offrir des opportunités économiques. Et là, je reboucle avec quelque chose dont je suis très fier et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'hydroélectricité. Et c'est l'investissement que nous avons commencé à faire sur les Virunga dans des investissements hydroélectriques qui aujourd'hui ont commencé à approvisionner la ville de Goma. C'est 300 000 foyers à Goma qui bénéficient de l'électricité du parc des Virunga. Mais ce n'est pas simplement la ville de Goma, c'est aussi en allant à la ville de Goma, c'est les villages aux alentours qui doivent être desservis. Et tout ça nécessite un gros travail d'investissement. Et tout ça n'est pas toujours bien compris parce que tout ça aussi a un coût. Et ne serait-ce que le rattachement électrique, le coût de l'approvisionnement électrique, c'est, je crois, $150. C'est hors de portée d'un foyer voilà. Et donc là, nous devons travailler... Et à ce niveau-là, vous intervenez quand même pour aider les communautés? Oui, on essaye de faire des subventions, mais voilà, on essaye de travailler. Et là, c'est vraiment du travail, on rentre dans du travail très fin. Et c'est du travail d'explication. On a du travail d'explication à faire avec les communautés. Moi, j'ai rencontré au parc de Pumba un chef traditionnel important, dont certains des enfants du village sont partis dans des guérillas, maï-maï. Et il faut bien expliquer qu'il n'y a aucun intérêt pour ces familles d'avoir leurs enfants dans des groupes armés, qu'ils ont tout à perdre, à commencer par leurs enfants. Et qu'il faut leur offrir des opportunités. Nous travaillons sur toutes ces composantes à la fois, de développement économique, de protection de l'environnement, de sécurité, pour reconstruire un cadre vertueux, une économie vertueuse. Il faut sortir d'une économie de guerre, d'une économie illicite, d'une économie de trafic, de gens qui font du trafic de minerais parfois, ou des trafics d'animaux braconnés, ou des trafics de toutes sortes, à une économie vertueuse, à une économie plus formelle, pas illicite en tout cas, et qui rapporte aux populations, et qui ne mette pas en risque ces populations, comme veut le faire l'économie illicite. Moi, je suis très fier, mais au même titre que tous ceux qui ont porté le projet, c'est que les Congolais qui ont porté le projet, et que tous ceux qui ont porté le projet, c'est de voir le succès phénoménal du chocolat des Virunga, du cacao des Virunga. Maintenant, il y a une usine de production de chocolat qui commence à exporter en premier lieu sur Kinshasa, et on achète du chocolat des Virunga. Et c'est par là que passera le développement. Et ça, c'est la fierté de l'Union européenne quand même. Hein. Et c'est la fierté, c'est notre fierté commune. Okay. C'est d'abord votre fierté, c'est ma fierté. C'est comme la même fierté que j'ai quand un ménage congolais reçoit et est rattaché à l'électricité. Quand j'ai été visiter un petit entrepreneur juste à côté de Virunga qui avait pu lancer une petite activité textile grâce à l'électricité qui arrivait de là. Et là nous sommes fiers, mais humainement fiers. Exactement. Partenarialement fiers. Monsieur l'ambassadeur, vos contacts avec les communautés
Avez-vous tiré déjà quelques leçons de tout cela? Alors des leçons. D'abord, je pense qu'une leçon d'humilité, voilà, les choses ne sont jamais acquises. Il faut expliquer une leçon de dialogue et d'écoute, de partenariat. Ce n'est pas parce que vous avez un bon projet, que vous construisez un idéal, quelque chose qui va être beau, et ça va peut-être être beau, mais si vous ne le discutez pas, si vous ne dialoguez pas, si vous ne le faites pas dans l'écoute et le partenariat véritable, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment discuter et prendre le temps de cette écoute. Et parfois nous voulons avoir, nous bailleurs de fonds en général, Union européenne bien sûr aussi, des résultats trop rapides. Donc ça c'est une des leçons que j'ai. La seconde leçon, c'est aussi la leçon de la sécurité. On ne peut rien faire sans sécurité. Peut-être que nous avons sous-estimé ou eu trop confiance dans la nature humaine, mais d'une façon ou d'une autre, il va quand même falloir encore plus investir dans l'éradication de l'insécurité dans l'Est du Congo. Elle touche les parcs, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Elle touche les malheureux rangers de l'ICCN, mais elle touche aussi toutes les familles. Je pense aux familles de Béni et je pense aux familles, toutes les familles qui sont touchées par cette insécurité. Nous leur devons collectivement de ramener la sécurité. Et sans sécurité, il ne pourra pas y avoir de développement, mais il ne pourra pas non plus y avoir de préservation des parcs et de développement des parcs. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Très enthousiaste. Merci beaucoup. EAD et développement. Quelles sont les appréciations de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, partenaire de mise en œuvre de ces programmes environnement et agriculture durable? Dr Cosma est le directeur général de l'ICCN. Suivez-le. Je crois que le programme de l'agriculture durable est réellement aujourd'hui une des solutions efficaces, non seulement pour les niveaux de vie des gens, mais ça permet de réduire et de diminuer les pressions dans le parc, les pressions dans les aires protégées. C'est vrai, il y a encore un problème d'aménagement des terres. Ça signifie les affectations des terres. Les parcs sont restés comme les îlots des terres les plus fertiles. Et les gens, avec d'autres mécanismes qui ne sont pas tout à fait aussi liés à la conservation, essaient de pousser aux envahissements. Mais les populations encadrées, qui reçoivent l'appui dans le cadre de l'agriculture durable, cette population est très satisfaite de leurs emplacements, de l'accompagnement qu'on leur apporte au travers de ces financements et au travers du travail que nos amis font, toutes les équipes qui les encadrent. Et nous savons ressentir ça au niveau de nos aires protégées. Nous croyons que nous devons travailler davantage avec nos bailleurs, avec nos partenaires, que les autres bailleurs, les autres partenaires ne laissent pas seulement à l'Union européenne seule de soutenir cette agriculture durable, mais je crois que d'autres peuvent bien bouger les lignes de leur budget, de leur financement, pour qu'ensemble nous fassions de ça notre cheval de bataille. Et les aires protégées en sortiront beaucoup plus régaillardies, réhabilitées, consolidées, et effectivement se développeront davantage autant que nos populations. C'est par ici que prend fin ce programme. Vous étiez nombreux à le suivre. Merci pour votre fidélité. Nous vous fixons rendez-vous prochainement avec un nouveau numéro, avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. EAD et développement. Ceci est une émission de vulgarisation du programme Environnement et Agriculture durable en RDC financé par l'Union européenne.